Dans cet épisode de Carnet de route, nous continuerons notre série de 10 épisodes sur la rivière des Perles en visitant cette fois Sumu. Nous découvrirons des temples en pierre et le commerce de pierres d'ornement, puis ferons une expédition éreintante pour trouver une toute petite chose qui fait vivre des millions de gens. Voici l'épisode 6, Sumu. La rivière des Perles, avec ses affluents est, ouest et nord, est un vaste réseau fluvial. La troisième plus longue rivière de Chine et la deuxième en volume. Aujourd'hui, nous allons en amont, vers Sumu. Bonjour, et c'est encore moi, Joey, pour notre série de 10 épisodes sur la rivière des Perles. Dans le dernier épisode, nous étions toujours dans la province du Guangdong, à explorer le Beijiang, qui est l'affluent nord de la rivière des Perles. Dans cet épisode, nous sommes dans la province du Jiangxi et nous explorerons l'affluent est appelé Dongjiang. Là, nous sommes dans le district de Xunwu et Xun signifie être à la recherche de. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons partir à la recherche de la source du Dongjiang en remontant ses rives et découvrirons ce que cet endroit a à offrir. C'est ici que notre aventure commence. C'est ici que le Dongjiang fait le lien entre les provinces du Guangdong et du Jiangxi. Je m'appelle Joey. Bienvenue dans Carnet de route. On estime que le Dongjiang fournit de l'eau à 40 millions de riverains, y compris des industriels. Près de 80% de l'eau potable de Hong Kong provient du Dongjiang. Les Hongkongais doivent être rassurés à ce sujet. C'est pourquoi la qualité de l'eau est étroitement surveillée. Qu'est-ce que vous faites? On teste la qualité de l'eau. C'est quoi cette mesure? Le niveau de pH de l'eau. C'est 7 points quelque chose, c'est bien ça? L'eau du Dongjiang est de bonne qualité maintenant. Oui, elle est de très bonne qualité. L'eau à la surface est de niveau 2, d'après les critères nationaux, donc ça convient pour un usage domestique. L'eau d'ici fait partie de la rivière des Perles, elle coule vers le Guangdong et Hong Kong et alimente les foyers. Je vois, donc elle doit répondre à des critères très précis. Maintenant que Joey sait que l'eau est de bonne qualité, la deuxième chose la plus importante pour elle est la nourriture. Et ici, dans le village de Shikong, il y a apparemment de très bonnes spécialités Hakka. Les Hakka aujourd'hui sont des Chinois Han, mais qui parlent leur propre langue et qui ont des ancêtres communs. Hakka signifie littéralement famille invitée. On suppose que cela vient de l'époque éloignée où ils ont massivement émigré du nord vers le sud de la Chine. Aujourd'hui, Joey sera leur invitée, et elle veut goûter à tout. Oui, ici vous poussez et là vous tirez vers vous. D'accord. Vous devez suivre le cercle. D'accord, je crois que j'ai compris. Et après s'être rendu ridicule, Joey s'introduit en cuisine pour regarder ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Chaque jour dans le restaurant de Monsieur Kwang, on sert de l'oie façon Hakka, qui est découpée et cuisinée de façon à ne jeter presque rien. Cela s'appelle Iyotyoche, qui signifie une oie, 9 façons de la manger. Ses entrailles, ainsi que sa tête et sa peau, soit toutes les parties comestibles, ont été ingénieusement cuisinées en 9 plats différents. Même le sang est consommé en forme de cubes coagulés. La cuisine Hakka est très familiale, mais ce festin est vraiment digne de roi. C'est un plat au tofu? C'est du tofu que nous avons fait en moulant des graines de soja juste à l'instant. La farce est faite à base d'oie, on appelle ça le tofu fourré façon Hakka. Les Hakka aiment particulièrement leur tofu, non? Oui, la façon de le produire est durable et très saine. Ce tofu est délicieux. Quand j'étais petite, je n'aimais pas vraiment le tofu, mais plus j'avance en âge, plus je réalise que c'est bon pour la santé. Ce n'est pas si mal que ça en fait, et c'est fourré à la viande, donc c'est encore meilleur. Au même titre que leur gastronomie à base d'oie, les Hakka sont également célèbres pour leur hospitalité, donc vous ne repartirez pas le ventre vide.
ni sans avoir trinqué quelques verres. Les Hakka ne sont pas un groupe ethnique, ils ne sont pas non plus reliés par des facteurs géographiques ou religieux. Je crois qu'une bonne partie de leur identité commune vient de leur cuisine. Et cet héritage qu'ils transmettent de génération en génération est tangible et comestible, et ils le partagent volontiers avec les autres. C'est une part géniale de leur culture et c'est délicieux. La population Hakka est particulièrement importante dans cette partie du Jiangxi, raison pour laquelle il n'est pas rare de voir cette forme d'architecture Hakka, les Weiwu. Ces bâtiments partagés entre plusieurs familles sont des résidences fortifiées qui avaient été conçues pour défendre ses occupants en temps de guerre ou de conflits de clans. C'est le moment parfait pour que Joey aille visiter la résidence de la famille Wang, au sein du village de Zhoutian, avec ses amis à plumes et pour se mettre à l'abri de la bruine. Suwu bénéficie d'un climat de mousson subtropical chaud et humide avec d'abondantes pluies, donc les averses sont choses fréquentes. Le fait qu'il y ait des ouvertures dans les toitures permet un bon feng shui, car en drainant l'eau au centre, cela favoriserait l'accumulation de richesses, et visiblement à l'époque, cette famille prospérait. Saviez-vous que ces pierres ont été taillées il y a plus de 200 ans? Pour les Hakka, construire sa maison relevait de la plus haute importance. C'était une des façons d'honorer ses ancêtres. Et incontestablement, ces Weiwu carrés, symétriques et antisismiques auraient rendu leurs ancêtres fiers. Il y a fort longtemps, une route commerciale du riz et du sel traversait ce village qui s'est mis à prospérer. Beaucoup de ses habitants ont pu se construire ces habitations familiales, massives et extravagantes. Celle-ci appartenait à une famille Hakka riche et influente qui l'a fait construire pendant la dynastie Qin, qui est encore à ce jour bien conservée, donc elle vaut vraiment le détour. Maintenant qu'il a cessé de pleuvoir, Joey décide de faire un petit tour dans ce coin qui paraît avoir été abandonné. Regardez, nous avons une entrée de style traditionnel qui a la forme d'une ancienne pièce de monnaie qui symbolise la fertilité mais aussi de bons auspices pour la famille. Ce motif de galet est un des nombreux motifs que l'on trouve ici. Parfois, il faut regarder en bas et d'autres fois en haut. Regardez-moi ces fenêtres qui ont 200 ans. Ici, nous avons 4 symboles Wan, un symbole sacré et porte-bonheur que l'on trouve souvent sur la poitrine des statues de Bouddha, celui que vous voyez là. Et par là, il y a une autre fenêtre qui doit représenter le caractère Fa du mot Fathai, qui signifie faire fortune. Donc je suppose que l'intention était que la richesse arrive à travers ces interstices et la chance à travers cela, tel le soleil et l'air frais. L'attention que les Hakka ont apportée au feng shui est vraiment sans égale. La pensée feng shui est également fortement liée au Qi, ou à la circulation de l'énergie. Ils ont aussi décoré leur maison avec de très beaux bois et des briques sculptées qui ont donné vie à d'anciens récits. L'apogée du village de Zhoutian remonte déjà à quelque temps, mais son héritage demeure. Et l'esprit Hakka ici est toujours bien vivant. À suivre, Joey vous montrera à quel point Suwu est génial. Grâce à ses temples et son commerce de pierres d'ornement, il s'agit vraiment d'un lieu à ne pas manquer. En remontant l'affluent est de la rivière des Perles, Joey est arrivé dans la zone touristique de Qinlongyan, où elle prend une petite pause rapide avant de visiter le coin. Ce n'était pas vraiment rapide car ça a été accéléré par 1000, mais Joey a entendu dire que ça risque d'être assez sportif un peu plus loin, donc elle économise son énergie. Joey est fin prête et va suivre le chemin touristique. La rivière est à sa gauche et à sa droite, des formations rouges et abruptes qui vous diront quelque chose, si vous avez vu l'épisode de Carnet de route sur Shaoguan.
Donc vous savez que les premières études de ce type de topographie ont été menées ici. J'ai remarqué qu'il y avait du sable sur le chemin, ce qui est plutôt bizarre quand on sait qu'il n'y a pas de plage. Mais si vous regardez en haut, vous comprendrez pourquoi. Voici les formations géologiques d'Ansia ou conglomérats et grès rouges. Et après des siècles d'érosion par le vent, vous obtenez du sable. C'est vraiment joli, on dirait un artiste contemporain qui est venu ici, qui a creusé ces trous, alors qu'en fait, c'est tout naturel. Cette bonne vieille mère nature a apparemment sculpté les paysages de Danxia, uniques en Chine, pendant des millions d'années. Des millions! Soudain, Joey tombe sur une inscription un peu par hasard sur laquelle est écrite « Le peuple de Hong Kong n'oublie pas d'où provient son eau ». Et Joey devrait dire merci aussi. Mais ce n'est pas tout. Joey suit des volutes d'encens qui s'échappent d'un tout petit temple car elle sait que quelque part se trouve une volée d'escalier qui la mènera au paradis. On dirait un terrier, à la différence qu'il est très en hauteur. On pourrait se croire dans Alice au pays des merveilles. Les grottes, sculptées par le temps et la nature, sont maintenant des sanctuaires habités par des agrégats de petites statuettes bouddhistes qui ajoutent encore à la magie de ce lieu. De retour au sol et au niveau de la mer, Joey embarque pour un petit voyage le long de la rivière grâce à un homme qui préfère son bâton de bambou à une rame. Je les laisse faire tout le travail. Joey a toujours aimé être sur l'eau. Elle y ressent quelque chose de thérapeutique. Et en étant entourée de paysages comme cela, impossible de ne pas être émerveillée. À cet endroit de la rivière, nous nous trouvons à peu près au milieu du Dongxiang, qui est très vert et ravissant par ici. Les eaux sont quand même un peu troubles, c'est parce qu'il se débarrasse de la sédimentation en amont et parce qu'il a plu récemment. D'habitude, l'eau est limpide, mais comme il fait beau, ça suffit à mon bonheur. Et les paysages deviennent de plus en plus verts. La région de Sunwu, alimentée par le Dongxiang, est d'une incroyable beauté. Or, cette fois, nous ne sommes pas là pour admirer les paysages, mais pour le business. Dans ces eaux fraîches et peu profondes de l'affluent est de la rivière des Perles, des hommes scrutent le lit de la rivière à la recherche d'une pierre spéciale. Elle a des motifs, c'est superbe. C'en est pas une? Non, ce n'est pas assez lourd. Mais ça oui. Et ça? Oui. Eureka! Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Plein de choses, des pendentifs, des perles, des bracelets. Si je veux les faire faire, je peux aller où? Je vous montrerai quand on retournera en ville. Ah oui? Ah, c'est cool! Joey se trouve dans le quartier riverain de Sunwu et cherche le marché des pierres ornementales. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, il paraît évident qu'elle est au bon endroit. Maintenant, elle doit s'en remettre aux experts pour sa précieuse trouvaille. Qui, après avoir été scié en deux, s'avère être de qualité supérieure à ce qu'il trouve dans le fond de la rivière. Pendant ce temps, M. Yen laisse Joey choisir quel modèle de Bouddha elle voudrait. À grandes oreilles, souriant, grassouillet, ce sera celui-là.
Beaucoup de gens, pas seulement les habitants locaux, mais de partout en Chine, trouvent ce type de pierre amassée au fond du Dongjiang absolument ravissant avec ses couleurs, ses textures, ses motifs. Et la météorite est vraiment très populaire en ce moment. Ce marché de Xunwu a été créé spécialement pour la collecte, la production et la vente de ces produits très brillants. En effet, le noir n'a pas toujours été la couleur de prédilection. Il n'y a pas si longtemps, cette variété de pierre jaune-brune, toujours issue du Dongjiang, était la plus à la mode. Regardez un peu ce savoir-faire qui l'a transformée en œuvre d'art. Quant à celle-ci, sa surface polie révèle une peinture traditionnelle chinoise. Mais aucune main humaine ne l'a peinte. C'est Mère Nature qui a fait tout le travail. Il est interdit d'extraire des pierres du Dongjiang, donc on les trouve le long des berges. Certaines ont de la valeur pour leur qualité unique non transformée par l'homme, et d'autres pour leur potentiel à devenir des œuvres d'art. Aujourd'hui, sûrement avec l'augmentation du revenu disponible, de plus en plus de personnes développent une passion pour les pierres. Le marché ici s'agrandit et attire des collectionneurs venus de partout, qui sont particulièrement friands de ces pierres noires, ne laissant aucun répit aux vendeurs. Il faut qu'on montre qu'on est au top niveau pour attirer les amoureux des pierres de partout en Chine, à Xunwu. C'est ce qu'on peut faire de mieux. En se baladant dans le marché, on comprend le rôle central de la rivière des Perles. Les gens dépendent de l'eau qu'elle prodigue et ces hommes et leurs familles peuvent gagner leur vie grâce à elle. Vos pendentifs sont prêts, venez les voir. Super! Voyez si ça vous plaît. C'est cool, j'adore! Ça, c'est le modèle que vous avez choisi. Oh, c'est trop mignon. Ces deux pièces viennent de votre pierre, elles sont très belles. Super! C'est hyper mignon, regardez! Vous avez vu? C'est des bouddhas grassouillés. Merci la rivière des Perles. À suivre, un peu de sport. Voire beaucoup de sport, nous irons au cœur des montagnes pour une mission et trouverons bien plus que ce que nous cherchions. Un casque, des gants, on vérifie les freins et les pédales et c'est parti pour l'aventure. Joey a rejoint un groupe de cyclistes parce que... pourquoi pas. Visiblement, Joey n'est pas dans son élément sur ces chemins boueux et sinueux, mais ses compagnons de route lui offrent leur aide. Elle fait souvent du vélo à Beijing, mais la capitale est plate alors qu'ici c'est un enchaînement de côtes. Néanmoins, les paysages sont absolument magnifiques. Ce village s'appelle Dongjiangyuan, n'est-ce pas? Oui, à la source du Dongjiang. Vous venez souvent ici? Oui, en général, on vient seul, mais le week-end, on amène nos enfants avec nous. Et il y a beaucoup de gens qui font du vélo? Oui, beaucoup de gens du coin. C'est devenu de plus en plus populaire ces dernières années. Dans quelques instants, Joey va suivre un groupe qui connaît encore mieux cet endroit, à pied. Attention, ceux qui sont derrière, nous allons devoir traverser le pont en bois, soyez vigilants. Leur progression dans la forêt est accompagnée des carcouillis de l'eau et par les grognements de Joey. Je vous jure, il faut vraiment faire travailler ses jambes pour ce carnet de route. Mais ce n'est pas tous les jours que je pars à la recherche de l'affluent est de la rivière des Perles. Et vous aussi, vous pourriez le faire. Personne d'autre ne se plaint. Nous sommes dans le village de Dongjiangyuan et c'est le chef du village, M. Zhang,
qui nous amène à une des 3 sources principales de la rivière des Perles. Derrière Zhué se trouvent 2 membres de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et d'autres personnes curieuses. À Sydney, la maison d'enfance de Zhué avait un jardin qui donnait sur le bush. Et une des choses qu'elle adorait faire enfant, c'était d'aller se promener le long des criques. La végétation n'a rien à voir ici, et le champ de cette rivière fournit de l'eau à une population qui fait 1,5 fois celle de l'Australie. Mais Zhué est ravie. Et 3 heures plus tard... On doit être tout près, non? Oui, on y est. On y est vraiment? Mon Dieu, j'ai les jambes en coton. Je pensais que j'y arriverais pas. Source du Dongtiang. D'accord, c'est la plaque. Mais où est la source? Ici. Je vais vous montrer. C'est tout? L'eau vient de là. Mais c'est un tout petit filet? L'altitude est assez élevée ici, on est à quasiment 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le peu d'eau qui se trouve au sommet converge ici. D'après les recherches des experts, il s'agit de la source de l'affluent est de la rivière des Perles. Vous savez quoi? Je ne sais pas exactement ce à quoi je m'attendais, peut-être une oasis énorme ou quelque chose comme ça. Mais il faut commencer petit pour s'agrandir, n'est-ce pas? Et chaque goutte compte. C'est vraiment incroyable que ce tout petit filet d'eau devienne la 3e rivière de toute la Chine. Génial! Oui, la 3e principale rivière, mais la 2e en volume. C'est assez difficile d'imaginer que ces petites gouttes d'eau finissent par arriver jusqu'à Hong Kong, qui se trouve 4 ou 500 km plus loin. Zhué retourne au village de Dongtiangyuan. Dans cet humble hameau, on trouve un centre d'éducation environnementale dirigé par l'UICN, qui est aussi le QG de ses bénévoles. L'un d'eux fournit des renseignements sur le coin depuis un moment. C'est vous qui avez pris ces photos? Oui, je vis ici, je suis bénévole et photographe aussi. Ça fait 10 ans que je prends des photos de la région. 10 ans? Oui, ça fait un moment, ces photos datent d'il y a 4 ou 5 ans. Mon grand-père nous faisait un grand sourire. Oui, en effet. Vous pourriez nous expliquer le contexte? C'est une personne qui m'a beaucoup influencé. Il a beaucoup encouragé notre travail et il y a aussi énormément contribué. À la maison, il triait les déchets. Vraiment? Oui, avant ce concept n'existait pas, mais après le passage des bénévoles du coin et d'ailleurs, il a changé ses habitudes. Il a tout fait différemment. Il est trop mignon. Le centre est tout petit comparé à l'impact qu'il a eu depuis sa création. Les écoliers viennent ici pour comprendre l'importance de la préservation de l'eau et de l'environnement, et les adultes aussi. Zhué en est tout ému d'être avec ces jeunes qui se consacrent à la protection de l'environnement. À la source du Dongtiang, ils font office de source d'inspiration. On va chez Monsieur Zhou. Wen Shu et ses collègues emmènent Zhué dans une maison à cave voisine, dans laquelle habite une enseignante d'école primaire à la retraite et son mari. Après avoir reçu quelques conseils, leurs habitudes quotidiennes dans leur foyer sont devenues des références pour un modèle de vie durable. Vous préparez le déjeuner? Oui. Ils sont très beaux vos légumes. C'est vous qui les avez fait pousser? Oui, c'est ça. Que faites-vous avec les parties que vous ne voulez pas? Je les mets sous le mandarinier comme engrais. Vous les enterrez? Oui, oui, sous l'arbre. Madame Zhou nous montre ses méthodes exemplaires de basse production de déchets. Au lieu de jeter ses épluchures dans la poubelle,
elle réutilise ses déchets organiques et s'en sert même pour nourrir ses poules. Qui ont l'air de fort apprécier. Quant à la précieuse eau du Dongtiang, elle fait très attention à la façon dont elle l'utilise, consciente du fait que ses actions ici peuvent potentiellement avoir un effet sur toutes les eaux en aval. Monsieur Zhang, le chef du village, explique ce qu'ils font ici. Dans ce village, les maisons ont un système de tout à l'égout et de collecte des eaux de pluie. Les eaux usées de la salle de bain et de la machine à laver passent par cette canalisation. Les eaux de pluie et d'autres eaux usées se déversent dans ce petit bassin. Ici, il y a des petits poissons, des crevettes et des plantes aquatiques. Nous utilisons la méthode naturelle d'assainissement pour répondre aux normes environnementales. Ce n'est peut-être pas le plus bel endroit de Chine et ces idées ne sont peut-être pas révolutionnaires, mais dans des villages comme ceux-là, c'est très innovant. Ça, c'est notre installation d'assainissement qui comporte une fosse septique à 3 compartiments. Après traitement, l'eau qui en sort peut être utilisée pour arroser les arbres fruitiers et les légumes aussi. Bien évidemment, Madame Zhou nous invite tous à déjeuner avec son mari. Après les efforts physiques de la journée, Joe accepte bien volontiers ce déjeuner fait maison avec des légumes du jardin. C'est délicieux. En général, nous n'utilisons aucun produit chimique. Madame Zhou vit en ville maintenant, mais elle vient régulièrement ici pour cultiver ses légumes et autres. Les villageois ne pourront plus habiter ici très longtemps. Pour protéger la source du Dongtiang, tout le village sera relocalisé. Ce n'est peut-être pas la nouvelle la plus réjouissante, car devoir refaire sa vie ailleurs n'est pas toujours évident. Mais Madame Zhou dit que c'est la meilleure chose à faire pour préserver le Dongtiang. Joe est née et a grandi sur le continent le plus sec au monde, l'Australie. Donc la préservation de l'eau et les restrictions font partie de la vie. Mais elle n'avait jamais vraiment réfléchi à l'importance de la préservation des sources avant Sumu. 40 millions de vies en dépendent. Donc elle comprend les décisions qui ont été prises. Nous sommes allés jusqu'au district riverain de Xunwu, mais avons-nous trouvé ce que nous étions venus chercher? Oui, et même plus, avec les communautés Hakka, les temples de pierre et les marchés de pierres d'ornement. Mais surtout, nous avons découvert que des efforts sont mis en œuvre pour la préservation ici. Il y a des efforts communs pour protéger les environs de la source du Dongtiang, car l'eau est absolument nécessaire à notre survie. C'est la fin de mon voyage sur la rivière des Perles, mais dans le prochain épisode, vous irez dans le Guangxi pour explorer le Xijiang, l'affluent ouest de la rivière des Perles. Je m'appelle Joui, on se retrouve plus tard dans Carnet de route. Suivez-nous pour d'autres aventures sur la rivière des Perles.